Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la programmation système avec Python, disons les bases de la programmation système avec Python. Donc, ce qu'on entend par programmation système, si on passe immédiatement à la diapo suivante, en guise de rappel, on peut dire qu'il y a plusieurs niveaux de programmation système. Il y a la programmation système de bas niveau, qui est la programmation système des systèmes d'exploitation, des compilateurs, des systèmes de communication et des device drivers, des pilotes de périphériques. Donc ça, c'est la programmation système de bas niveau qui se fait en C, en C++, en assembleur. Mais il y a la programmation système de haut niveau, qui est la programmation ou l'automatisation des tâches qu'on doit faire dans un système d'exploitation, qui se fait principalement dans des langages comme Bash, PowerShell, DOS, CMD, ou alors un langage de script comme le Python, par exemple, ou le Perl, ou un autre langage. Mais disons que j'ai pas mal énuméré les principaux langages là, qui sont utilisés pour faire ce genre de programmation système-là. Donc, pour ce qui est de la programmation système de haut niveau, dans laquelle Python est vraiment un outil très puissant et très spécialisé, en fait, très spécialisé, pas nécessairement là-dedans, mais je veux dire, il excelle dans ce domaine-là, comme dans plusieurs autres. C'est ce qui fait la force du langage Python, qui excelle dans plusieurs domaines. Donc, qu'est-ce qui nous intéressait? On avait fait un peu le tour de ces questions-là avec le C#, parce qu'on avait fait un cours sur la programmation système avec le C#. Donc, les trucs importants à faire pour un langage disons, de programmation système de haut niveau, c'est de pouvoir retourner un exit code approprié. Ça, tous les langages sont capables de gérer ce genre de choses-là. Utiliser proprement les canaux d'échange sur de la ligne de commande, donc le STDN, le STDR, le STDR. Après ça, interpréter correctement et utiliser à bon escient les arguments reçus par le programme, donc les arguments de la ligne de commande. Après ça, accéder aux variables d'environnement, lire et écrire dans des fichiers, appeler d'autres programmes et loger des appels système, par exemple, faire directement appel à certaines fonctionnalités du système d'exploitation. Pardon. Donc, disons, appeler d'autres programmes, enfin, on va voir un peu ici, parce que ça, on n'a pas vraiment encore touché à ça, mais on va voir comment on n'a pas vraiment touché. En Bash, c'est facile de faire ça, en DOS, CMD aussi, en Bash encore plus. Puis on va voir un peu ici comment on peut faire ça en Python. En C#, on n'a pas regardé, bien que ce soit possible de le faire. C'est un peu moins, disons, ça fait pas trop partie du genre d'affaires que C# fait en général. Donc, le plan. D'abord, on va étudier les arguments de la ligne de commande. Ensuite, on va s'intéresser à l'environnement, comment gérer les erreurs. Après ça, on va s'intéresser à un truc un peu tangentiel par rapport à ce qu'on fait là, mais qui est quand même excessivement important. C'est le gestionnaire de package Python qui s'appelle pip et un module externe qu'on appelle Colorama. Ensuite de ça, on va s'intéresser aux appels système, aux fichiers de texte, et finalement, on va s'intéresser aussi au date time, en fait, à la gestion du temps en Python. Et on va terminer par une conclusion. Donc, sans plus attendre, les arguments. Donc, vous allez commencer par définir un nouveau projet PyCharm appelé Sum. Donc, j'avoue que je l'ai appelé comme ça parce que au départ, je m'étais dit, je vais faire un exemple de script pour sommer des nombres. Finalement, je ne l'ai jamais fait, mais le projet s'appelle Sum quand même. Peut-être que je vais le donner en exercice plus tard. Donc, en passant, ce document-là, c'est un document théorico-pratique. Donc, je vous présente la théorie, mais en même temps, vous êtes invité à mettre la théorie en pratique. Puis des fois, ça va carrément être la pratique. Plus on va aller vers la fin du document, plus ça va devenir comme un genre d'exercice en quelque sorte. Okay? Donc, c'est du théorico-pratique. Donc, dans le projet en question, Somme, vous allez ajouter un nouveau fichier de code que vous avez ici, en substituant le nom ici par Frédéric Guérin par le vôtre. Ensuite de ça, à la ligne 10, ici, vous avez, en fait, ça, c'est un squelette standard de code Python. Donc, il n'y a pas rien de spécial dans ce code-là. La fonction main, qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Passe. OK? Donc, on a nos docstring ici pour notre docstring pour notre fichier, notre docstring pour notre fonction.
Et ici, on a notre fonction main, on appelle la fonction main. Et on a une description ici du programme. Le programme va afficher les arguments. Et ici, on a ajouté ici une information pour indiquer que notre fonction main, en fait, c'est une fonction void. Donc, une fonction qui retourne absolument rien. Okay? Donc, la façon d'écrire une fonction void en Python, c'est d'écrire que ça retourne none. Donc voilà, la fonction fait rien du tout pour l'instant. C'est ici. Ensuite de ça, vous allez versionner le projet sur GitHub en lui donnant un nom. Donc, je vous avais déjà dit précédemment que idéalement, vous mettez le cycle du cours en avant. Comme ça, vous savez que vous pouvez retracer les projets et les associer à un cours en particulier. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un programme qui, tout simplement, ce qu'il va faire, il va faire print 6.argv. Donc, 6.argv, en fait, vous allez entrer ça ici dans votre programme Python. Ensuite de ça, vous allez ouvrir une console et vous allez exécuter votre script avec votre nom à la place du mien. Donc, au lieu d'écrire args Fred Guérin, vous allez écrire args nom et prénom en ce qui vous concerne. Donc, ça devrait afficher quelque chose qui va ressembler à ça, mais évidemment qui va être modulé par la façon dont vous allez l'exécuter. Donc, dépendamment c'est quoi l'emplacement de votre script, c'est quoi vos prénoms et votre nom, ben ça va afficher quelque chose de différent. Donc, vous allez m'afficher votre saisie. Et ce que vous voyez ici, quand on voit ça, print 6.argv, mais 6.argv, en fait, c'est une liste qui contient les arguments qui ont été passés au programme. Donc, cette liste-là, qu'est-ce qu'elle comprend? On voit ici args Fred Guérin. Ben, cette liste-là comprend quoi? Cette liste-là comprend en position 0 le nom du script. Ici, on voit que c'est le nom complet du script ici qu'on a reçu. Après ça, le premier argument en position 1 et le deuxième argument en position 2. Donc, position 0, le nom du script. Position 1, premier argument. Position 2, deuxième argument. Okay. Bon, une chose qu'on fait des fois en Python et dans d'autres langages, c'est qu'on utilise, on fait du pretty print. Donc, ici, donc plutôt que de faire un print, comme on fait ici, print 6.argv, on va faire un pretty print. Donc, on va utiliser pprint.pprint 6.argv. Puis, on va importer le module pprint pour faire du pretty printing. Et on va lui rajouter un argument with, en fait, pour éviter qu'il mette tout sur une même ligne. On veut vraiment qu'il concentre un peu sur plusieurs lignes. Donc, en faisant ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que notre array, au lieu de s'afficher sur une seule ligne, il va s'afficher sur plusieurs lignes. Okay? Donc, ça le rend plus lisible. Donc, est-ce que c'est quelque chose dont on sert souvent? Ça arrive à l'occasion. Donc, mais là, j'avais une occasion de l'utiliser. Puis, j'aime pas trop, moi, les espèces d'array qui s'affichent sur juste une ligne, là, sauf quand c'est assez bien lisible. Donc, dans ce cas-là, c'était plus ou moins lisible. Donc, pour vraiment visualiser qu'on a 3 éléments dans notre array, je dis un array, là, dans notre liste, excusez. Donc, pour vérifier qu'on a 3 éléments dans notre liste, on le voit ici, 1, 2, 3. Okay. Vous allez faire une saisie de ça. Ensuite de ça, on va modifier notre programme. OK, on voit ici, on a toujours notre pretty print. Après ça, on fait un print pour sauter la ligne. Après ça, on fait un print, il y a len 6.argv-1 argument. Donc, c'est la façon de savoir combien qu'on a reçu d'arguments, c'est de faire len 6.argv. 6.argv, c'est une liste. On fait len la longueur de la liste, ça va nous retourner 3 dans ce cas-là. On soustrait 1 pour savoir le nombre d'arguments quand on compte pas le nom du programme lui-même, évidemment, dans la liste. Donc, ici, on affiche ça, comme ça affiche. Il y a 2 arguments. Vous allez faire une saisie de ça. Après ça, il y a moyen aussi d'énumérer les arguments, donc en utilisant une book for. Donc, on va utiliser ici aussi une fonction très intéressante, un built-in de Python qui s'appelle enumerate. Donc, on voit ici, on fait une énumération de 6.argv. Donc, en faisant notre énumération, qu'est-ce que ça crée? Ça crée si vous voulez, ça crée une série de couples indice-valeur. OK? Donc, ici, on va obtenir for i, arg. Ça veut dire qu'on va obtenir un couple indice-valeur.
par exemple, en position 0, on a le nom du script. En position 1, on a l'argument 1. Puis en position 2, on a l'argument 2. Donc, I, 0, 1, 2. On va faire un print de notre argument avec le I, 2 points, et le nom de l'argument. Donc, l'indice suivi de l'argument. Quand on va utiliser ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici, il y a 2 arguments. Et étrangement, on dit qu'il y a 2 arguments, puis après ça, on en affiche 3. Oui, on aime ça des fois être un peu étrange. Donc, pourquoi s'empêcher de l'être? Donc, arc 0, qui n'est pas vraiment un argument, qui est le nom du programme. Donc, on affiche le nom du programme. Arc 1, Fred, arc 2, Guérin. Vous allez faire votre saisie ici. Et vous allez exécuter le même programme. Ensuite, ça, c'est dans CMD. Donc, si vous voulez l'exécuter dans PowerShell, j'ai pas de problème. Mais vous allez aussi l'exécuter dans Bash pour voir que ça fonctionne aussi dans Bash. Donc, on voit ici qu'on a nos 3 arguments, mais dans ce cas-là, notre arc 0 affiche le nom du script ici exactement comme on l'a rentré sur la ligne de commande, au lieu d'afficher le chemin complet comme dans CMD DOS. Donc, il y a 2 arguments, encore une fois, on a ici la même chose. Une fois que vous avez fini, vous versionnez. Donc ça, c'est mon message, mon commit message que j'ai utilisé. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là. Mais moi, j'aime bien dans mes exercices faire fin, telle affaire, fin, telle affaire, fin, telle affaire, fin, telle affaire, pour dire que ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini. Mais, c'est ça. Mais vous devez faire un commit, ceci dit. Donc, on va s'intéresser dans cette section-là aux variables d'environnement et à la portabilité du code. Donc, vous allez créer un nouveau script qui s'appelle env.python. Donc, ici, on a un squelette, encore une fois, de programme. Donc, programme pour accéder aux variables d'environnement par Frédéric Guérin. Donc, vous allez mettre votre nom ici. Sinon, le reste, c'est pareil. Alors, vous allez importer OS. Pardon, parce que dans OS, vous avez une propriété qui s'appelle environ. Cette propriété-là contient un objet qui permet d'accéder aux variables d'environnement de votre machine. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait, il y a length os.environ, donc ça c'est la variable l'objet environ qui permet d'accéder aux variables d'environnement. Donc length va nous donner le nombre de variables d'environnement. Donc il y a length variable d'environnement. Après ça, l'OS, c'est quoi? Donc, os.environ. Puis ici, environ, c'est un espèce de dictionnaire. Donc, on peut l'accéder par indexation de clé-valeur. OK? Donc, par indexation de clé. Donc, chaque variable d'environnement est une clé possible ou potentielle. Donc, ici, on va chercher la variable d'environnement OS en indexant notre dictionnaire environ entre crochets avec la string OS. Même chose ici, on va chercher le HomePath entre crochets ici comme string. Donc, c'est une indexation avec des indices de type string pour aller chercher nos variables d'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir si on affiche ici qu'on exécute notre programme environnement, env. Donc, ça se peut évidemment pour exécuter, vous autres, vous allez peut-être avoir besoin de mettre le point Python, py, ou vous allez peut-être avoir besoin de mettre py, env.py, ou en tout cas, organisez-vous pour que ça s'exécute. Donc, env, il y a 54 variables d'environnement. Après ça, ici, on fait OS, Windows NT et Home, User, fguérin. Donc, vous allez exécuter votre programme ici. Vous allez faire votre saisie de cette exécution-là. Donc, encore une fois, ici, on va s'intéresser à la possibilité de pretty printer notre environnement. Donc, ici, c'est ce qu'on fait, sauf qu'on ne peut pas pretty printer directement à l'environnement parce que os.environ, c'est pas une liste, c'est pas un dictionnaire directement, c'est un objet qui est dictionnaire, qui est de type dictionnairoïde, ok, ou on pourrait dire, en français, on pourrait dire dictionnairoïde, puis en anglais, on pourrait dire dict-like, donc qui ressemble à un dictionnaire, donc, mais qui n'est pas tout à fait un dictionnaire. Donc, pour pouvoir l'imprimer convenablement, on va le convertir en dictionnaire en faisant un dict ici, puis en
mettant le os.environ ici. Donc là, ça va le convertir en dictionnaire, puis là, on va pouvoir le pretty-printer convenablement. Toujours en utilisant une largeur ici de 40. Donc, si on fait ça, vous allez ici avoir la sortie, puis après ça, vous allez avoir la sortie de toutes vos variables d'environnement. Puis en fait, si vous faites, vous allez voir en faisant défiler votre écran, vous allez voir, il y a beaucoup de stock là, qui s'affiche là. Parce que quand il va arriver dans des, par exemple, le path, ben là, il va expansionner le path, puis il va afficher un élément du path par ligne. Donc, ça va occuper plus que 54 lignes, cette affaire-là. Donc, c'est assez long. Mais, c'est le fun de savoir qu'on peut l'afficher avec un simple pretty print. On peut afficher tout ça dans le détail. C'est intéressant. Donc, vous allez faire une saisie avec au moins 4 variables d'environnement ici, comme moi ici, j'en ai affiché 4. Vous, évidemment, ce ne sera pas nécessairement ces 4-là, mais ça va être 4 autres variables. Bon, le problème des variables d'environnement, c'est que souvent, les noms ne sont pas portables d'une plateforme à l'autre. Donc, par exemple, si vous lancez l'exécution du script sous WSL, vous allez voir environnement.python, il y a 19 variables d'environnement. Après ça, ici, qu'est-ce qu'on a? Print OS, os.environ, OS. Après ça, on dit raise, key error from none, key error OS. Okay? Donc là, on comprend que la clé OS n'existe pas dans la variable, dans les variables, en fait, dans l'objet os.environ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variable d'environnement qui s'appelle OS dans Linux. OK. Ben, peut-être dans certaines versions de Linux, mais pas dans Ubuntu WSL. Donc, il y a une erreur. Donc, une solution possible à ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la méthode os.getEnv. Donc, si vous utilisez la méthode os.getEnv, vous êtes en mesure de spécifier une valeur par défaut si jamais vous n'obtenez pas la valeur que vous souhaitez. Si la variable d'environnement n'existe pas, vous pouvez spécifier une valeur par défaut. Donc, par exemple, ici, il y a ln os environ, bon, etc. os. On fait un os.getEnvironnement os. Sinon, on dit que c'est pas défini. Donc, la variable d'environnement OS n'existe pas. Et ici, ce qu'on va faire, on va pousser la chose un peu plus loin pour ce qui est du home. On va faire un os.getEnvironnement homepath, parce que dans Windows, c'est homepath. Mais si jamais la variable d'environnement homepath n'existe pas, on va faire un os.getEnvironnement home. Puis si jamais la variable d'environnement home n'existe pas, là, on va prendre la valeur non définie. Donc, on commence par chercher homepath, après ça, on cherche home, puis après ça, on dit que c'est non défini. OK, donc voyons ce qu'on voit. Voyons voir ce que ça va donner si on fait l'affichage de ça. Donc là, dans notre cas, ici, pour ce qui est de bash, on va voir OS non défini, parce que la variable d'environnement OS n'est pas définie. Par contre, pour ce qui est du home, on va voir home fguérin, parce que dans ce cas-là, la variable d'environnement home est définie dans bash, dans OS, dans WSL en fait. Et ici, on a nos 4 premières variables d'environnement qui s'affichent en pretty printing. Donc, home, host type, lang, less close. Mais vous, bien entendu, ça se pourrait que ça soit parfaitement différent de ça. Donc, vous allez faire une saisie de tout ça. Donc, le plus possible, en fait, en Python, c'est préférable d'utiliser les modules standards qui sont disponibles dans le langage pour aller chercher les informations système au lieu d'accéder aux variables d'environnement ou aux autres ressources qui dépendent de la plateforme. Par exemple, voici comment on pourrait se débrouiller. Ici, on voit, ça c'est du code, disons, on l'a adapté pour le rendre semi-portable, mais ici, on a du code qui est portable parce que c'est défini dans dans n'importe quel script Python. Donc, vous pouvez aller chercher le os.name, qui est une variable qui va être définie. Après ça, vous avez getPass.getUser, ça va aller chercher le nom d'utilisateur courant. Puis après ça, vous avez os.path.expandUser. Donc, c'est pour aller chercher un chemin, mais disons, relatif à l'utilisateur. Donc, le chemin, ça va être le tilde, le fameux tilde, qui va être expansionné dans le home de l'utilisateur. Okay? Donc, ça va marcher même dans DOS CMD. Okay? Donc, ici, en passant, on a mis en commentaire le pretty printing parce que on veut pas le réutiliser. Même chose ici, on a mis en commentaire le import pretty print.
Donc, en passant ici, pour l'affichage, vous avez un truc un peu spécial, c'est os.name égale. C'est une espèce de shortcut qui est disponible en Python, je pense seulement depuis la version 3.8, qui permet d'afficher une variable, mais pas juste... En fait, ça permet d'afficher le contenu d'une variable et son nom, précédé par son nom. Donc, ça affiche le contenu d'une variable précédée par son nom. Donc, des fois, c'est plus facile comme ça disons, de rapporter des trucs, mais en fait, d'afficher des valeurs de certaines variables, parce qu'on affiche la variable, le nom de la variable et son contenu. Donc, os.name égale, ça permet d'afficher le nom de la variable et son contenu. Donc, on va voir ici un exemple direct. Donc, ici, on a toujours notre affichage OS non défini, home Guérin. Ça, c'est l'affichage dans Bash. Ça, c'est l'affichage dans DOS. Donc, ici, on a après ça code portable. OS name, c'est POSIX. Puis OS name, ici, c'est NT. Donc, on voit ici OS name égale. C'est l'effet de cette instruction-là ici. Ça nous donne osname.égale POSIX. Puis osname.égale NT. À noter que le nom ici, le contenu de la variable a été écrit avec des guillemets parce que c'est une string. Okay? Donc, ça affiche une variable, mais ça l'affiche comme ça l'affiche plus de détails, si vous voulez, avec plus d'informations sur qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette variable-là. Donc, POSIX, en fait, c'est n'importe quel POSIX, c'est une norme de système Unix. Donc, dès que vous voyez POSIX, vous savez que c'est Unix ou Unix-like, Unixoid. Puis dès que vous avez NT, ben NT, c'est le nom d'un système d'exploitation de Windows sorti, mon Dieu, New Technology en 1900, je me rappelle pas trop, 96 ou quelque chose comme ça. Faudrait que je cherche exactement. Non, c'est pas 95, mais bon. En tout cas, toujours est-il que en réalité, le Windows qu'on utilise, le Windows 10, le Windows 8, le Windows 7, tout ça, c'est tous des descendants de Windows NT. Donc, c'est pour ça que le OS name, s'appelle NT, parce que c'est comme des descendants, tous les Windows, c'est des descendants de NT. Donc, il faut savoir que POSIX, ça veut dire Linux ou Unix, et probablement, si vous êtes sur un Mac, ça va être la même chose, ça va être POSIX aussi, et si vous êtes sur une station Windows, ça va être NT. Donc, si jamais vous étiez sur un Android, un téléphone Android, ça serait probablement POSIX aussi. Si vous étiez sur un iPhone ou un iPad, ça serait POSIX aussi, parce que tout ça, c'est toutes des variations de système Unix. Alors, il y a juste les stations Windows qui vont être NT. Donc ici, le user, c'est fguérin, on voit que ça fonctionne, et le home, ça nous affiche home fguérin, et c'est /users fguérin. Donc on voit que notre code ici, quand même, est relativement portable. Donc vous allez faire les saisies, ici, comme à l'écran précédent, vous allez faire vos saisies. Et vous allez versionner. Donc, remarque finale. Ici, c'est pas possible d'illustrer toutes les possibilités offertes par le Python dans les modules OS, sys, getPassword, etc. Okay. L'idée, en fait, c'est que si jamais vous posez des questions, c'est que vous en remettez à Google pour aller chercher comment faire une chose. Donc, bien que l'idée de base de Python était qu'il ne doit y avoir qu'une seule manière de faire une chose, okay, donc ça, c'était une espèce de philosophie de base du langage Python qui dit il ne doit y avoir qu'une seule manière de faire les choses, pour pas qu'on soit à se poser des questions sur plein de façons différentes. Donc, au départ, ce principe-là fonctionnait assez bien, mais depuis un certain temps maintenant, Python est utilisé partout, puis il y a plein de gens qui ont commencé à faire plein de choses en Python, puis Python a évolué, puis à cause de ça, maintenant il y a plusieurs façons de faire les choses. Donc, même dans ce que je vous explique là, des fois, il y a des nouvelles façons de faire les choses, puis les gens vont dire, ah non, tu ne devrais pas utiliser ça, il faut utiliser telle autre affaire, etc. Donc, il n'y a pas de limite à cette affaire-là. Donc, le Python est rendu un peu comme les autres langages, où est-ce que c'est un peu, il y a un peu n'importe. Il y a souvent 3 ou 4 façons de faire les choses. Ce qui m'amène à vous parler d'un truc qui s'appelle The Zen of Python. Donc, The Zen of Python, c'est une liste de principes pour orienter le développement de logiciels.
Okay? Ça a été officialisé dans la PEP 20, donc la Python Extension numéro 20. On a déjà vu les notions de PEP. Il y avait la PEP 8 qui indiquait comment mettre en forme du code Python. Puis on a la PEP 20 ici qui nous parle du Zen of Python. Donc pour afficher la Zen of Python, si jamais vous êtes dans l'invite interactive de Python, vous avez juste à faire import this et ça va afficher le Zen of Python. Et on voit que le Zen of Python, c'est un certain Tim Peters qui a conçu cette espèce de koans, là, ou de mantra, ou de courte prière, ou en fait, on peut le voir comme on veut. Donc, le zen, ça nous fait penser à des trucs bouddhistes ou orientation, philosophie asiatique. Et dans cette philosophie-là, il y a souvent des genres de courts principes qui doivent orienter notre fonctionnement spirituel. Okay? Donc ici, on voit « Beautiful is better than ugly », évidemment. Le beau est mieux que le laid. « Explicit is better than implicit », ça veut dire que mieux vaut rendre le code le plus clair possible. Après ça, « Simple is better than complex », évidemment. Quand entre deux choses, si on a le choix de quelque chose de simple et quelque chose de compliqué, on prend en général le plus simple. Okay? Tout ça, c'est de l'évidence, mais quand même, hein? Ça s'applique pas juste au Python. Donc, complex is better than complicated. Donc, des fois, on n'a pas le choix de faire les affaires complexes, mais faut pas nécessairement les contrôler compliqués pour rien pour autant. Après ça, flat is better than nested. Donc, je sais pas si, en fait, ça peut-être, ça, pour ceux qui suivent mon autre cours de structure de données, je vous ai dit que moi, dans mon code, je voulais que ça soit le moins indenté possible. Donc, flat is better than nested. Ça veut dire qu'on préfère que ça soit, entre autres, ça s'applique entre autres à l'indentation du code. On veut une indentation la plus limitée possible au niveau du code. Après ça, sparse is better than dense. Donc, on veut du code, ça peut s'appliquer au code, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses. On veut du code qui est léger, qu'on voit des espaces, on voit de l'espacement entre le code, etc. On veut pas que tout soit pogné dans un paquet. Après ça, readability counts. Évidemment, la lisibilité est importante. Special cases aren't special enough to break the rules. Donc, des fois, il y a des cas spéciaux qui peuvent nous amener à briser des règles, mais en général, on essaie de pas briser les règles. Okay? De pas, disons, les enfreindre. Après ça, ici on dit bien que être pratique ou être pragmatique, c'est plus important que d'être pur. Évidemment, parce que la pureté, je veux dire, ça a du bon, mais ça a aussi beaucoup de mal. Donc, dans l'histoire de l'humanité, pour des questions de pureté, on a brûlé des gens sur des bûchers, on a guillotiné du monde, et on a lynché du monde, et un paquet d'affaires comme ça. Donc, la pureté, très dangereux. Les erreurs ne devraient jamais se passer silencieusement. Donc, ça, c'est le fail fast, dont j'ai déjà parlé pour ceux qui ont peut-être eu dans d'autres cours. Donc, le fail fast, donc le fait qu'il faut que quand une erreur se produise, il faut que ça soit, ça saute d'en face. Donc, si on veut pas qu'il y ait d'erreur, il faut explicitement faire en sorte que il n'y ait pas d'erreur. Donc, ça prend il faut autrement dit faire un try except. Donc, il faut faire un try except pour aller intercepter l'exception. Donc, unless explicitly silenced. Donc, sauf si on fait un try except pour gérer notre exception. Après ça, donc, error should never pass silently. Justement, il y a certaines personnes, par exemple, le langage JavaScript vont lui reprocher justement d'avoir des trucs qui vont des trucs qui vont se passer avec ce langage-là, que ça devrait générer des erreurs, mais ça génère pas d'erreurs. In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess. Donc, en fait, c'est ça. On veut que les trucs soient le plus clair possible. Donc, et que la personne, le codeur, en fait, n'ait pas le choix d'exprimer clairement c'est quoi qu'il veut. Quand c'est pas clair, c'est quoi qu'il devrait y avoir. Ici, on arrive à notre fameux principe qu'on a dit tantôt. There should be one, and preferably only one, obvious way to do it. Donc, il devrait y avoir juste une façon de faire. Et on a vu ici que, malheureusement, c'est
pas tout à fait, c'est plus tout à fait vrai en Python. Après ça, now is better than never. Donc, c'est pas une toune de... C'était qui ça? It's now or never. Je pense que c'était Elvis Presley. Donc, now is better than never. Donc, mieux vaut maintenant que jamais. Mieux vaut tard que jamais, mais mieux vaut maintenant que never. Donc, mieux vaut maintenant que jamais. Autrement dit, on est aussi bien de s'y mettre si on veut faire quelque chose dans la vie. C'est terrible de dire ça. Ah, ok, je n'ai rien dit. Bon, ok. Bien que, bien que never is often better than right now. Bien que, des fois, faut pas non plus être trop pressé. Faut pas foncer tête baissée. Donc, des fois, mieux vaut rien faire. Donc, en réalité, le meilleur, des fois, j'aime ça à dire que le meilleur logiciel qu'on peut coder, c'est celui qu'on n'a pas besoin de coder. Donc, des fois, never is much better than right now. Si l'implémentation est difficile à expliquer, c'est peut-être une mauvaise idée. Après ça, si l'implémentation est facile à expliquer, ça se pourrait que ça soit une bonne idée. Après ça, les namespaces sont des honking. Je présume que ça veut dire fantastique. Et fantastiquement grande idée. Donc, une bonne idée. Faisons-en plus. Donc, en fait, ça, c'est pour dire que les namespaces, en Python, à chaque fois que vous faites un import, vous importez un namespace. Donc, autrement dit, l'importation, c'est magique. Ben, on ne peut pas s'obstiner, effectivement. C'est très important. Alors voilà, c'est le zen de Python. Alors, la gestion des erreurs, donc principalement STDR, les exit codes et usage. Donc, vous allez commencer par créer un nouveau script qui s'appelle doubler.python. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce script-là? On va chercher d'abord l'argument qui est en première position, argv1, et on le convertit en float. Après ça, ça devient notre nombre. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit selon getPass.getUser, nombre fois 2. Si on exécute ça, par exemple ici, on fait doubler 10 selon fguérin, 2.20. Okay, donc vous allez faire votre saisie ici. Évidemment, ça va être selon votre nombre, 2.20 ou 30 ou 55, dépendamment du nombre que vous prenez. Okay. Donc ici, si par contre je fais doubler 1 O majuscule, évidemment, ce n'est pas un nombre valide, alors on va m'afficher une erreur, value error could not convert string to float 1 O majuscule. Donc, comment on peut gérer l'erreur? Donc voici comment on va gérer l'erreur. On va mettre notre code ici dans un try except et on va aller chercher un value error parce que c'est l'exception ici qui s'est produit, value error. Donc on va chercher ça et on va afficher notre message, mais cette fois-là, on va dire de l'afficher sur standard error en faisant faire égale 6.stderr. En faisant ça, ça va faire afficher notre message sur le canal stdr au lieu de stdout. Et après ça, on va faire un 6.exit1. Donc, explicitement, on va dire que notre exit code de notre programme, ça va être 1 en faisant ça. Donc, en faisant 6.exit1, ça termine le programme avec un exit code de 1. Par défaut, ici, à la ligne 18, qu'est-ce qui va se passer si jamais on se rend jusque-là sans aucune exception? Ça va faire un 6.exit0. Ça va terminer notre programme avec un exit code de 0. Donc ici, par exemple, si on fait une exécution, donc doubler python.10, ça nous affiche 20. Après ça, on fait doubler 10, puis on fait une redirection vers dev nul. Donc on envoie la sortie à la poubelle, mais ça s'affiche rien. On fait un écho de l'exit code, ça affiche 0, parce que notre programme a bien fonctionné, donc ça s'affiche 0. Après ça, on fait doubler.python 1 O majuscule. Là, ça nous dit que l'argument 10 n'est pas un nombre. Après ça, doubler Python 10 avec une redirection vers dev nul. Ça nous affiche malgré tout, l'erreur s'affiche malgré tout parce que notre redirection fait juste rediriger le canal de sortie standard. Donc le stdr, lui, continue à s'afficher. Et après ça, si on fait un écho pour l'exit code, on voit que l'exit code est 1 parce qu'on l'a clairement spécifié dans notre programme. Donc vous allez faire une saisie d'écran pour ce truc-là.
Ensuite de ça, qu'est-ce qui va se passer si jamais on a un argument manquant? Donc, supposons qu'on appelle doublé et qu'on n'affiche rien du tout ici. C'est-à-dire qu'on n'ajoute pas d'argument. Là, ça va nous dire index error, list index out of range. Donc, ça, c'est parce qu'on essaie de faire un float 6.argv1, mais que notre argv, en fait, ne possède qu'un seul élément en position 0. Donc, argv1 ne marche pas. Donc, on a un index error à cause de ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr qu'on pourrait intercepter cette exception-là, supplémentaire. Donc, on pourrait arriver ici, puis on pourrait faire un except index error, puis afficher un autre message. Mais là, c'est parce qu'il n'y a pas juste cette erreur-là qui peut se produire. Là, il y a une autre erreur, c'est si on peut mettre trop d'arguments, parce que nous, notre programme s'attend à avoir un seul argument. Donc, si on a trop d'arguments ou si on en a 0, on a un problème. Ce qui nous amène à parler de la notion d'usage. Donc, la convention veut qu'on affiche un usage si l'utilisateur n'est pas en mesure d'utiliser correctement, de spécifier correctement les arguments de notre programme. Par exemple, si on appelle doublé, on pourrait afficher le message d'erreur suivant. Le script s'attend à recevoir un argument, mais vous en avez fourni 0. Usage, point, backslash, doublé.python, nombre. Donc, ça, c'est la façon d'utiliser le programme. Donc, l'usage, c'est la façon d'utiliser le programme. Ici, on met doublé, 3, 4. Là, ça nous dit le script s'attend à recevoir un argument, mais vous en avez fourni 2. Usage, point, backslash, doublé.python, nombre. Donc, comment on peut faire ça? Donc, la première chose, c'est qu'on va commencer par se définir une fonction d'erreur qui nous permet de centraliser notre façon d'afficher nos erreurs. Donc, on va se définir une fonction erreur qui prend comme argument un message de type string et qui retourne none, donc qui est une fonction void, si vous voulez, qui retourne rien. Après ça, on a notre docstring. Donc, ça permet d'afficher un message d'erreur puis de terminer le script. Et qu'est-ce qu'on fait? On print notre message sur stdr et après ça, on fait un sysexit1. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se définit une fonction pour vérifier notre usage. Donc, define, vérifier usage, qui est encore une fonction none. Alors, ça vérifie l'usage du programme et en cas d'erreur, ça va afficher un message d'erreur et un usage, puis ça va terminer le script. Donc, on va chercher d'abord le nombre d'arguments, c'est égal à len 6argv moins 1. Donc, le nombre d'arguments, c'est la longueur de 6argv moins 1. Si le nombre d'arguments est différent de 1, parce qu'on s'attend à avoir un argument à notre nombre, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va commencer par chercher le nom de notre script. Donc, le nom du script, on peut aller le chercher à partir du base name de notre 6argv0. Donc, 6argv0, on se rappelle que c'est le nom de notre programme, mais c'est le nom qui contient le path au complet, le chemin au complet. Donc, nous, on ne veut pas tout le chemin, c'est backslash, blablabla, 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 blablabla. On ne veut pas tout ça, on veut juste le base name. Autrement dit, on veut le nom du fichier sans le chemin. Donc, le base name, ça va chercher le nom du fichier sans le chemin. Ça, cette fonction-là, on la retrouve dans os.path. Donc, os.path.basename, ça va aller nous chercher ça. Après ça, dans os.path, on peut aussi utiliser une fonction qui s'appelle join. Join, ça va nous faire une jonction de différentes... ça va construire un chemin, si vous voulez, en utilisant le séparateur de fichiers qui est propre à notre système d'exploitation hôte. Donc, sur Windows, ça va utiliser un backslash, mais dans Linux ou Ubuntu, n'importe quoi, ça va utiliser un slash. Donc, ici, on fait un os.path.join de point, parce que nous autres, on veut juste avoir un point. Donc, point avec un backslash ici, et avoir ici notre base name de notre nom de fichier, notre script, en fait. Donc, on va chercher le nom de notre script, et on rajoute un point en avant pour que ça fasse un path. Après ça, on affiche notre message d'erreur. Donc ici, on utilise une petite passe-passe qu'on voit en Python, qu'on peut utiliser en Python, c'est utiliser deux strings côte à côte, parce que là, ça fait automatiquement une jonction des deux strings. Donc, on utilise des f-strings, donc le script s'attend à recevoir un argument, mais vous en avez fourni nbargs, qui est notre variable ici. Après ça, usage, le nom du script, nombre. Donc ça, c'est notre usage, et le nom du script, c'est celui qu'on a découvert ici. Donc, ça, en fait, ça va nous afficher ce qu'on a ici. Le script s'attend à recevoir usage, point, backslash, doublé.python, non. Alors, la fonction principale, alors, va se réduire à ceci. Donc, quand on commence par vérifier l'usage, après ça, on fait un try except.
Donc, on a toujours notre nombre, etc. Et si on a une exception, on fait erreur, l'argument 6argv1 n'est pas un nombre. Donc, on affiche cette erreur-là, tout simplement. Donc, quand on exécute, on peut voir qu'il y a une certaine différence entre les sorties WSL et les sorties Windows. Par exemple, si on fait doubler 3.4, ça va être notre sortie ici dans Windows, puis ça ici, doubler .python dans 3.4, ça va être notre sortie WSL. Donc, est-ce que vous pouvez voir la différence entre ces deux-là? Donc, évidemment, ici, c'est dans le cas du backslash dans Windows et du slash dans Python, dans WSL. C'est pour ça qu'on utilisait os.path.join pour que ça nous mette un backslash dans Windows et que ça nous mette un slash dans Linux. Vous allez faire une saisie comme à la diapo précédente. Et ensuite de ça, vous allez versionner. Donc, pip maintenant. Donc, pip. Moi, pip, ça me faisait penser, quand j'étais jeune, je lisais les bandes dessinées Spirou et Fantasio. Puis là-dedans, il y avait un petit animal de compagnie, genre écureuil, qui s'appelait Pip. Mais je pense que vous n'avez pas les mêmes référentiels que moi. Et oui, le monde change. Donc, pip, le Package Installer for Python. Donc, c'est le gestionnaire de pactage pour extensionner le langage Python avec des modules additionnels. Donc, Python vient avec plein de modules qui sont là par défaut, mais il y a des modules additionnels qu'on peut ajouter. Donc, l'idée de base, d'abord, c'est de commencer par vérifier que Python, pas Python, mais pip est bien installé sur votre machine. Donc, vous allez faire pip-v majuscule. Une fois que vous allez faire ça, ça devrait afficher ici votre version de pip. Donc, pip 20.2.3. Puis on dit ici de quel endroit est installé le pip en ce qui me concerne sur ma machine. Donc, vous allez avoir deux installations de pip. Vous allez avoir l'installation de pip dans Windows et l'installation de pip dans WSL. Ubuntu WSL. Donc, probablement que pip, en ce qui vous concerne, devrait être installé avec Windows parce que par défaut, l'installation de Windows vient avec l'installation de pip. Mais dans WSL, peut-être que ça ne sera pas le cas. Okay, donc, vous voyez ici, par exemple, si je fais pip 3, parce que dans WSL, ça s'appelle pas pip, ça s'appelle pip 3, de la même façon que Python s'appelle pas Python, mais il s'appelle Python 3. Donc, ça, c'est dans Unix en général. Dans Linux en général, il faut dire Python 3, il faut dire pip 3. Donc, on fait pip 3-v, et ça nous dit command pip3 not found, but can be installed with, puis on a sudo apt install python 3-pip. Et, donc, procédez alors à l'installation comme indiqué, comme vous voyez ici, si c'est pas installé, donc probablement que ça ne le sera pas, donc vous allez procéder à l'installation. Pensez à faire un apt update avant d'installer un nouveau truc. Donc ça, c'est une chose à laquelle vous devez toujours penser, c'est de faire apt update avant de procéder à une installation. Et une fois que vous avez procédé à l'installation, vérifiez que pip fonctionne. Donc vous avez ici pip-3-v majuscule encore une fois, et là ça me dit que moi, sur mon Ubuntu, j'ai installé 20.0.2 et que l'emplacement, c'est dans USR lib Python 3 10 package pip. Donc, listez les packages. Donc, vous pouvez faire pip list. Si vous faites pip list, ça va vous lister les packages actuellement installés sur votre machine. Donc, moi ici, en faisant pip list, là, je ne les ai pas tout affichés parce qu'il y en a un moyen paquet. OK. Donc, je fais pip list et vous avez ici un certain nombre de ces packages-là qui s'affichent. Entre autres, vous voyez ici Colorama, qui est un package dont on va parler très bientôt. Donc, vous l'avez ici, Colorama 0.4.3. Et mon pip, à la fin, m'affiche un message d'erreur. Pas un message d'erreur, un message d'avertissement. Donc, you are using pip version 20.2.3. However, version 20.2.4 is available. You should consider upgrading via de... Là, on donne une commande ici. OK, donc Python-m pip install. Bon, quelque chose d'assez compliqué. Mais en réalité, vous avez juste à faire pip install upgrade pip, ça devrait marcher. Mais, pour que ça fonctionne sans problème, il faut être en mode admin. Donc, vous devez ouvrir une console en mode admin pour exécuter la commande pip install upgrade pip.
Donc, Colorama, c'est un package qui permet de mettre en couleur le texte de la console. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier si le package est déjà installé sur votre, dans votre cas. Donc, dans mon cas, moi, oui, mon package était déjà installé parce que j'avais installé d'autres choses avant, puis ces autres choses-là avaient installé Colorama par la bande. Donc, moi, mon Colorama était déjà installé sur ma machine. Donc, si, par exemple, vous faites piplist, puis vous pipez ça dans Find String Colorama, ça va vous afficher ici si Colorama est disponible sur votre installation. Donc, moi, dans ce qui me concerne, oui, ça m'affiche comme Colorama. Ma version, c'est 0.4.3. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire pip search Colorama. Et à ce moment-là, moi, là, ça m'affiche Colorama 0.4.4. OK. Là, ça me donne ici un petit texte, Cross-Platform Color Terminal Text. Et après ça, ça me dit que moi, sur ma machine, ce qui est installé, c'est 0.4.3, mais que la dernière version disponible, c'est 0.4.4. Donc ça me dit que si je veux, je pourrais faire un upgrade. Donc, installer un package. Donc, vous allez ici exécuter cette commande-là ici pour installer ou mettre à jour un package. Donc ça, c'est la commande pour installer. Ici, c'est la commande pour mettre à jour. Donc, la commande pour installer, je fais pip install --user Colorama. Ça permet d'installer Colorama, mais ça va l'installer juste pour vous en tant qu'utilisateur et non pas pour tout le monde sur votre machine. Si jamais vous voulez l'installer pour tout le monde sur votre machine, vous devez procéder en mode admin et sans l'option user. Ensuite de ça, ici, on fait un pip install si jamais votre Colorama est déjà installé puis vous voulez plutôt le mettre à jour. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma machine. Donc, j'ai fait pip install --user pour que ce soit juste pour moi. Après ça, j'ai fait --upgrade Colorama. Et là, ça l'a upgradé ma version. Ça l'a mis à jour ma version. Donc, collecting Colorama, using cache. Donc, peu importe ici, c'est parce que c'est pas super important, mais bon. Là, il prend cette patente-là. Puis là, installing collected package Colorama, successfully install Colorama 0.4.4. Donc, parfait. Tout s'est bien passé. OK. Donc, moi ici, ça m'écrit requirement already satisfied parce que mon Colorama était déjà installé. Donc, vous, ça devrait vous afficher, ça va afficher différentes choses, puis ça va l'installer à ce moment-là. Donc, ici, je parle de l'installation dans CMD, mais vous devez aussi installer dans WSL Ubuntu parce que les deux installations sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Donc, chaque package possède généralement une documentation en ligne, comme c'est le cas pour Colorama. Donc là, je pense qu'il faudrait que j'aille cliquer sur l'image pour aller visiter ça, et je vais peser sur. Donc là, j'ai cliqué sur le lien qui m'amène à la documentation sur Colorama. Donc, tous les modules Python ont une documentation de ce genre-là. Donc ici, on voit Colorama 0.4.4. Ici, on dit comment l'installer, pip install Colorama. Mais comme je vous ai dit tantôt, si vous faites ça, ça l'installe pour tout le monde sur votre machine et ça vous prend des droits admin pour faire ça. Donc, si vous n'avez pas les droits admin, vous devez faire pip install user Colorama. Donc, ici, ça me dit la dernière version, depuis quand elle est disponible. Donc, la description de projet. En fait, le projet ici est hébergé par PyPy. Donc, Python Project Index ou quelque chose comme ça, en tout cas 0, 0, en tout cas, etc. On voit les compatibilités, donc Colorama est compatible avec Python 2.7, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. Donc la version 3.9 vient juste de sortir, donc je présume que ça va sûrement être compatible là, avec ça aussi. Donc ici on voit l'installation. Après ça, description. En fait, on parle ici de colorer, parce que ce module-là est basé sur le système de coloriage ANSI. Donc, les fameuses couleurs ANSI, donc, sont disponibles juste dans des terminals qui permettent de gérer les couleurs ANSI. En général, dans Windows 10, c'est plus ou moins un problème, mais il y en a certains parmi vous qui ont eu des problèmes. Donc, si c'est sous CMD, par exemple, les couleurs ANSI, en général, sont disponibles parfaitement dans les invites de commande Bash, dans l'invite de commande PowerShell, mais dans l'invite de commande DOS ou CMD, ça peut dépendre. Okay? Donc, si vous utilisez le terminal Windows, vous n'aurez aucun problème avec les couleurs. Donc, ici, on a différentes informations. Donc, l'utilisation, on dit comment, disons, initialiser le module, parce qu'il faut l'initialiser. Donc,
from Colorama, import init, puis après ça, on appelle init. Après ça, comment faire de l'affichage en couleur. Donc, from Colorama, import for back style. Donc, ici, on donne des exemples. Print for.red, donc pour afficher en rouge le texte. Donc, some red text. Back.green, ça, c'est pour que la couleur de fond soit verte. And with green background. Après ça, style.dim, pour que la couleur soit plus ou moins forte. Et après ça, reset all, c'est pour remettre à zéro les couleurs, donc en général blanc sur noir. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser directement les ANSI codes comme ça, mais on s'entend que ça versus ça, moi personnellement, c'est clair que j'utilise for.red. Okay. Mais si vous êtes en bash ou quelque chose comme ça, ben vous n'avez pas le choix d'utiliser des fois ce genre de code-là. Donc, il y a moyen aussi d'utiliser Colorama en combinaison avec d'autres modules. Ici, on parle de Term Color, par exemple. Mais moi, j'ai pas fait ça dans ce que je vous donne comme exemple. Mais ça permet de... C'est des trucs qui permettent de gérer les couleurs encore de manière plus facile encore. Mais là, le Term Color, je l'ai pas utilisé dans ce truc-là. Donc, c'est ça. On donne plein de... cursor positioning... Recognized NC sequences. Donc, c'est quoi les séquences NC qui sont reconnues? On donne plein de trucs, si vous voulez. Vous pouvez regarder ça, bon, etc. Donc, si on revient, attendez un peu. Donc, utilisation. Donc, on va modifier le script doublé.python. Ainsi, donc on va faire une importation de Colorama. Après ça, on va faire from Colorama import for style. Donc la différence entre ça, quand on fait import Colorama, ça permet d'importer le namespace ou l'objet Colorama. En général, c'est un namespace ou c'est un module. Donc vous importez le module Colorama. Puis dans ce module-là, il y a plusieurs sous-définitions. Donc, si on fait juste import Colorama, après ça, dans notre code, on va être obligé de mettre colorama.style.bright, colorama.for.cyan. Donc, pour éviter de colorama.style.bright, colorama.for.cyan, on fait from Colorama import for et style. Donc là, on n'aura plus besoin de mettre colorama.for puis colorama.style parce qu'on les a directement importés, ces noms-là, dans notre namespace actuel. OK? Donc, j'aurais pu faire from Colorama import init, puis après ça, appeler init ici, puis pas avoir besoin de faire import Colorama. Mais moi, init, cette méthode-là, je l'aime pas tant que ça, parce que c'est un init, c'est un nom qui est très commun. Tu sais, for, style, c'est pas si commun que ça. Mais init, quelque chose qui s'appelle init, pour initialiser, c'est archi connu. Donc, moi, j'aime mieux voir colorama.init, parce que quand je vois colorama.init, je sais que c'est quoi qui est en train de s'initialiser. Donc, explicit is better than implicit. OK? Donc, c'est clair, c'est quoi Colorama dans ce cas-là. Donc, ici, on fait l'initialisation de Colorama. On doit absolument faire ça parce que Colorama va faire certaines modifications pour faire en sorte que, entre autres sur Windows, ça puisse s'afficher correctement en couleur. Quand vous êtes dans Unix, vous n'avez pas besoin de faire ce petite passe-passe-là. Donc, en fait, la coloration devrait même fonctionner dans Windows, même sans que ça soit... En tout cas, peu importe. Mais je pense même que ça fonctionne dans toutes les lignes de commande Windows, parce que je me rappelle, j'avais déjà utilisé ça, Colorama, fait au moins 10 ans, puis ça fonctionnait facile dans CMD. Donc, ça a toujours marché. Donc, il faut faire ça, colorama.net, pas le choix. Et après ça, dans votre main ici, vous pouvez utiliser n'importe quelle constante. Ici, on fait un style bright et un for cyan pour afficher en cyan clair ce qu'on voit ici. Donc, à l'exécution, qu'est-ce qu'on va avoir? W10 selon fguérin 2.20. Okay. Donc, ça va tout simplement afficher ici que, selon moi, ça donne le 20 ici. Donc, pour continuer, ici on voit aussi ça c'est dans CDOS CMD, ça c'est dans Bash WSL. On va aussi
apporter d'autres ajustements. Pour avoir les sorties suivantes, on veut que la sortie standard soit en cyan. Donc, on l'a ici. On veut que les messages d'erreur soient en rouge. Et on veut que l'usage soit en jaune. Donc, vous avez juste à apporter les modifications nécessaires. Donc, à la suite de ça, vous allez saisir vos sorties comme à la diapositive précédente pour Windows et pour WSL. Donc ça, c'est ma sortie. Ici, on voit la sortie uniquement WSL, mais vous devez faire la sortie pour WSL et pour Windows, les deux, avec les commandes que vous voyez ici ou leur équivalent dans chacun des consoles. Donc, versionnez une fois que vous avez terminé. Les appels système. Donc, vous allez coder ici un script qui s'appelle clear.python. Donc, on voit qu'on importe deux choses, getPassword, OS. Après ça, on fait deux appels intéressants. On fait os.system CLS et os.system echo getPass.getUser dit écran effacé. Okay. Une fois que vous avez fait ça, vous allez exécuter votre script dans DOS-CMD. On voit que en fait, ici, ça ne rend pas justice à ce qui se passe, parce que quand vous allez appeler votre script clear, ce qui va se passer, c'est que votre écran va s'effacer. Puis après ça, le message va s'afficher suivant, F-Guérin dit écran effacé. Mais là, à la place d'être F-Guérin, ça va être vous, évidemment. Donc, ici, on voit que quand on fait os.system, en fait, c'est une façon de faire un appel à une commande de ligne de commande. Donc, c'est la façon en Python d'exécuter une ligne de commande. Donc, si vous faites os.system CLS, c'est comme si vous faisiez CLS sur la ligne de commande, puis dans CMD, CLS, ça efface l'écran. Après ça, si vous faites echo, ici, vous mettez votre nom, et après ça, vous affichez le reste, mais ça va faire un écho, donc ça va afficher ce que vous voyez ici, F-Guérin dit écran effacé. OK? Donc, vous faites votre saisie pour une exécution sous Windows. Donc, un problème se produit si la commande dans Unix et dans Windows n'est pas la même. Par exemple, la commande CLS, qui est utilisée pour effacer l'écran sous Windows, n'existe pas sous Linux. Par contre, la commande echo fonctionne dans les deux. Donc, quand vous allez ici exécuter dans WSL, on voit que on exécute notre script, ça nous dit SH, un CLS not found. Donc, ça nous dit que la commande CLS n'existe pas dans l'interpréteur de commande SH, qui est l'interpréteur de commande de base de Linux ou Unix. Donc, c'est pas bash, c'est SH, mais ça change pas grand-chose. Puis ici, après ça, le echo, par contre, lui, fonctionne bien. Donc, c'est pour ça que c'est écrit F-Guérin dit écran effacé. Donc, ça va fonctionner parce que le echo fonctionne. Vous allez faire une saisie de cette commande-là. Après ça, pour rendre le programme portable, donc, il faut moduler la commande en fonction du système hôte. Par exemple, vous pourriez faire la chose suivante. Donc, ici, on dit que la commande effacer, ça va être CLS si os.name, c'est NT. Sinon, ça va être clear si l'os.name, c'est POSIX. Sinon, la commande, c'est rien pantoute. Donc, on sait pas, en fait, on sait pas c'est quoi la commande à exécuter, si c'est pas NT ou pas POSIX. Après ça, on fait os.system effacer. Donc, on va exécuter CLS. Ça va exécuter CLS si jamais on est dans NT, donc dans Windows. Et ça va exécuter la commande clear, qui est l'équivalent de CLS, dans Linux, si jamais on est dans un système POSIX ou Linux, si vous préférez. Et après ça, l'écho, lui, il est portable, donc on peut le laisser comme ça. Donc ici, dans PyCharm, si jamais vous survolez votre os.name ici, vous allez voir qu'il va y avoir l'information qui va s'afficher. Donc, the name of the operating system dependent module imported. The following names have currently been registered. POSIX, NT, Java. Donc, ça veut dire que vous avez trois valeurs possibles. Vous avez une valeur qui c'est POSIX. Donc, ça, c'est pour des systèmes Unix, NT pour des systèmes Windows, puis Java, ça serait potentiellement pour une machine virtuelle Java. Donc, vous avez Jython, qui est une version de Python qui roule dans Java. Okay. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais ça pourrait être intéressant de s'en servir. Je pense qu'il y en a qui s'en servent pour faire de la programmation sur Android, mais
Je dis ça sous toute réserve. Donc, ici, on dit, en plus, bon, vous pouvez voir 6.platform pour avoir plus de granularité ou os.uname pour avoir des informations de version, etc. Parce que ça ici, os.name, c'est juste très haut niveau. Est-ce que ça me dit, est-ce que je suis dans Windows, est-ce que je suis dans Linux, ou est-ce que je suis dans une machine virtuelle Java? Donc, l'exécution maintenant dans WSL devrait fonctionner. Donc, si vous faites .clear Python, alors ça va écrire écran effacé, et à ce moment-là, vous allez ici. En fait, votre écran devrait s'effacer, ce qui n'est pas rendu dans la saisie d'écran que vous avez ici, et vous avez juste ici à faire une saisie de ce que vous avez à côté. Donc, normalement, pour faire la saisie, vous avez juste à défiler un peu avec votre souris, puis vous allez pogner le .clear ici juste avant. Donc, vous versionnez quand vous avez terminé. Donc, dans cette section-là, on va voir la manipulation de fichiers texte. Donc, plutôt que de vous en parler en long et en large, j'ai décidé de me rabattre sur un tutoriel que j'ai vu sur Python, que, en fait, mon Dieu, je suis tombé là-dessus par hasard, puis j'ai commencé à écouter ça, je me suis dit, ma foi, c'est bien fait, cette affaire-là. Donc, c'est en anglais, mais vraiment, c'est vraiment bien fait. Vraiment, vraiment, vraiment. J'adore ces tutoriaux-là. Je les adore. Mais bon, c'est sur plusieurs notions. Certaines sont peut-être un peu poussées, donc enfin, je sais pas. Mais là, j'ai décidé d'en plugger un parce que je trouve qu'il fait le job. Donc, je vais donc vous remettre entre les bons soins de Socratica pour les 5 à 10 prochaines minutes. Donc, vous avez juste à cliquer ici pour vous rendre sur la vidéo YouTube, puis à écouter ça. Une fois que vous aurez fait ça, vous me reviendrez. Donc, vous allez maintenant coder l'exemple qu'on voit dans la vidéo avec un script qui s'appelle océan.python, qui respecte les principes de codage en Python qu'on a vu dans le cours. Donc, c'est pas juste, ça prend un main, ça prend des docstrings, des choses comme ça. OK? Donc, vous allez coder. Ça, c'est un extrait, en fait, du vidéo, grosso modo, qui nous dit un peu ce qu'on doit coder. Mais vous n'allez pas faire exactement ça. Vous allez un petit peu le modifier pour avoir un rendu que je vais vous expliquer à la prochaine diapo. Avant, je vais vous parler de l'instruction WIT. Donc, l'instruction WIT en Python assure la libération d'une ressource une fois que son utilisation est terminée. Comme par exemple, en fait, très fréquemment, c'est utilisé dans le cadre de quand on veut ouvrir un fichier. Donc, on ouvre un fichier, mais on veut s'assurer qu'un fichier va être fermé une fois qu'on va avoir terminé de s'en servir. Donc, l'instruction WIT permet d'exécuter une fermeture automatique. Donc, vous n'avez plus besoin de fermer le fichier. Donc, son équivalent en C#, si jamais vous l'avez déjà utilisé, c'est l'instruction using. Mais en C#, l'instruction using a deux utilités. Une utilité pour importer des modules, un peu comme le import du Python, mais vous avez aussi le using pour l'équivalent de l'instruction WIT que vous pouvez utiliser aussi en C#. Donc, si jamais vous l'aviez déjà fait, je voulais vous faire ce parallèle-là. Donc, cette instruction-là, elle met en pratique un pattern qui s'appelle le RAII, qui est pour Resource Acquisition is Initialization. Initialization, en tout cas, je ne sais pas comment prononcer ce mot-là. Moi, les I en anglais, je ne sais jamais comment les prononcer. Donc, est-ce que c'est I ou I? Il y a infinite, puis il y a finite, puis infinite. Ça m'a toujours sidéré. Donc, c'est la même racine, fini, mais dans un cas, on dit finite, dans l'autre cas, on dit infinite. Donc, des fois, c'est I, des fois, c'est I. Puis comme moi, personnellement, j'ai lu énormément d'anglais, mais j'ai pas jamais été visité. J'écoute pas la radio, la télé, tout ça en anglais. Jamais. Ben, jamais. Rarement. Donc, je suis pas un bilingue, mais je me débrouille. Donc, tout ça pour dire que initialisation, si vous savez comment dire, tant mieux. Moi, je le sais pas. Donc, l'origine du RAII, ça remonte aux années 80 avec le C++. Donc, en passant, j'étais un gars du Saguenay. Donc, c'est sûr que là-bas, l'anglais puis un Saguenayen, c'est comme la première fois que tu entends parler anglais dans ta vie, c'est quand tu vas à l'université.
C'est ça, c'est quand tu arrives à l'université. Avant ça, pas vu de goutte d'anglais dans ma vie avant 20 ans. Bon, sauf dans mes cours d'anglais, bien entendu, qui étaient poche. En tout cas, je me suis amélioré avec le temps. Bon, ok. On en revient ici. Donc, bash, océan.python. Donc, votre exécution devrait donner ce que vous voyez ici. Donc, on commence ici par supprimer le fichier océan.txt. Donc, on le supprime avec -F pour être sûr que la suppression ne donne pas d'erreur, même si le fichier n'existe pas. Après ça, on exécute notre script, ici, qui devrait générer le fichier océan.txt. Et après ça, on fait un cat océan.txt pour afficher notre fichier océan.txt. Et on voit ici qu'on affiche les océans Pacifique, Atlantique, Indien, Austral et Arctique. Donc, je leur ai donné des noms francophones au lieu des noms anglophones. Et ici, on affiche une série de signes égaux qui correspond exactement à la largeur de ce que vous avez ici en dessous. Et en dessous, on dit les 5 océans par Frédéric Guérin. Donc, moi, je m'attends à ce que ça soit votre nom. OK? Votre nom avec autant de signes égaux ici que vous avez la largeur ici. Donc, ici, les océans, si vous voulez les mettre en anglais, c'est pas important. Donc, vous allez faire une saisie ici. Donc, suite à l'exécution du script, vous allez voir un fichier océan.txt. Là, je vais me tasser la vignette. Vous allez voir un fichier océan.txt qui va se matérialiser dans votre PyCharm. Et ce fichier-là va être en rouge. OK? Donc, désolé, on m'appelait. Donc, c'est ça ici. Vous allez avoir ici océan.txt qui ne sera pas, en fait, automatiquement versionné par Git. Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez le versionner ou vous pouvez l'exclure du versionnage. Donc, dans ce cas-là, le mieux, ça serait de l'exclure dans ce cas spécifique, parce que océan.txt, c'est une production, c'est un produit secondaire ou un byproduct. C'est un produit secondaire de notre script océan.python. Donc, ça, on veut pas le versionner, parce que des fois, il est là, des fois, il est pas là, on le supprime, on l'ajoute. Donc, sinon, Git serait tout le temps en train de se demander, bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Donc, on s'en débarrasse. On veut pas versionner ce truc-là. Donc, pour l'exclure du versionnage, il faut l'inclure. Pour l'exclure du versionnage, il faut l'inclure dans ce qu'on appelle un git ignore. Donc, vous allez ici sélectionner du bouton droit votre fichier océan.txt et vous allez faire git add to git ignore. Puis après ça, vous allez ici sélectionner git ignore. Tout simplement. Là, ça va vous créer un nouveau fichier qui va s'appeler .gitignore. Et ce nouveau fichier-là, automatiquement, PyCharm va vous demander est-ce que vous voulez le versionner? Et vous allez dire oui, je veux le versionner. OK? Donc, vous allez vous ramasser avec, finalement, la série de trucs que vous avez ici. Donc, vous allez avoir océan.python en vert parce qu'ils n'ont pas encore été, disons, committés ou validés en termes Git. Et vous allez avoir ici océan.txt qui va être comme en jaune, tout simplement, parce qu'il n'est pas versionné. OK? Puis on ne veut pas le versionner. Donc, ça, c'était petite parenthèse pour le gitignore. Ensuite de ça, vous allez coder un script qui s'appelle oc.python qui permet de lire et d'afficher le contenu du fichier océan.txt en utilisant la technique vue dans le diaporama. Vous allez utiliser Colorama pour les couleurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, ici, si on fait un remove du fichier océan.txt, après ça, si on exécute notre oc.python, ça nous dit le fichier océan.txt n'existe pas. Donc, si vous regardez le diaporama, là, ici, la technique dans le diaporama, je ne devrais pas dire ça, la technique dans le diaporama, c'est la technique dans le tutoriel YouTube, le Socratica. Donc, quand vous regardez Socratica, vous allez voir, au début, plus dans le début, vous allez voir comment on fait pour intercepter une exception, puis après ça, afficher un message d'erreur, donc ce genre de choses-là. Donc, c'est ça qui va se passer ici. Ensuite de ça, vous allez exécuter océan.python pour créer votre fichier océan. Et ensuite de ça, vous allez faire oc.python. Et là, ça va afficher le contenu du fichier océan en cyan, cette fois-là, comme vous le voyez ici. Okay? Donc, voilà. Vous allez faire votre saisie de l'exécution de ce que vous avez ici. Vous allez faire votre saisie ici. Et vous allez versionner.
Donc, datetime. Donc, encore une fois, j'ai décidé de m'en remettre à Socratica pour vous introduire les datetime. J'adore cette vidéo. Donc, vous regarderez ça. Puis une fois que vous aurez regardé ça, vous me reviendrez. Donc, vous allez maintenant coder un script qui s'appelle now.python et qui va afficher les informations que vous voyez ici. Donc, bien entendu, ces informations-là sont recueillies de manière dynamique. Hein? Donc, c'est le maintenant, c'est le maintenant au moment où vous exécutez le script qui s'affiche. Donc, moi, par exemple, vous pouvez savoir à quelle date et à quelle heure j'ai exécuté ce script-là. Et après ça, aujourd'hui, c'est quoi? Demain, avant-hier. Noël, c'est quoi la date de Noël qui s'en vient? Après ça, Noël est dans combien de jours? 64 jours. Calculé à partir, évidemment, de cette date-là. Okay? Donc, vous, évidemment, ça ne donnera pas 64, ça va donner moins. Donc, vous allez ici me saisir l'exécution de votre script, comme vous voyez ici, l'exécution. Vous allez me saisir l'exécution de votre script. Et ensuite de ça, vous allez me donner votre code ici. Donc, le code de votre méthode main seulement. Donc, donnez-moi pas le début puis la fin, juste votre méthode main. Okay? Si jamais votre méthode main ne contient pas grand-chose, mais c'est parce que c'est pas ce que vous devez me donner là où le nœud de votre code, le jus, si vous voulez, de votre code se trouve. Moi, je vais avoir le jus. Okay? Donc, j'ai besoin du jus. Donc, vous mettrez le jus à cette place-là. Okay? Après ça, vous allez faire un guide pour obtenir la version finale ici. C'est-à-dire vous allez versionner. Puis une fois que vous avez versionné, vous allez aller faire une saisie d'écran de votre historique. Donc, ça, je ne l'ai pas fait. C'est la première fois que je le fais avec vous dans ce cours-là. Ceux qui sont avec moi dans le cours de structure de données savent ce que je veux dire par là. Donc là, ici, il faut que vous alliez dans PyCharm et que vous alliez afficher l'historique. Et une fois que vous avez votre historique, vous faites une saisie d'écran de tous vos commits et aussi de vos noms. Donc, ça me prend votre nom. Donc, je veux pas l'historique de votre voisin. Je veux pas un historique anonyme. Je veux l'historique, votre historique, avec vos moments où vous avez fait vos affaires. Bon, l'idée, c'est pas de jouer à la police ou quoi que ce soit. L'idée, c'est juste que ça soit pas l'historique de votre voisin qui se ramasse dans votre PowerPoint. OK? Donc, je ferai pas une enquête à savoir, ah, telle personne a travaillé pendant la nuit ou je sais pas quoi. Non. Moi, de toute façon, moi-même, je travaille tout le temps à n'importe quelle heure. Je fais des choses n'importe comment. Ça fait que vous n'êtes pas différent d'une certaine façon. Donc, ça change quoi? OK? J'ai pas l'intention de faire une enquête approfondie de votre comportement avec ça. OK? Donc, je considère que ça fait pas partie des détails secrets de votre vie. Donc, il y a d'autres choses que je me garde une petite gêne, mais ça, je considère que ça n'en fait pas partie. Et aussi, ce que je vais avoir ici en haut, c'est Origin and Master pour me montrer que vous avez fait un push de votre code sur GitHub. Ou une autre plateforme, si vous voulez utiliser une autre plateforme que GitHub. Donc, j'ai besoin de votre saisie ici, vous allez me mettre ça. Finalement, en conclusion, donc dans ce document, qu'est-ce qu'on a vu? On a appris les bases de la programmation système avec Python. On pourrait dire que c'est un début, parce que Python, c'est le roi de l'automatisation des tâches dans les ordinateurs. Donc, on a vu, c'est le roi. Il y a plusieurs rois, là, je veux dire. Il y a le roi, mais il y a plusieurs pays, donc plusieurs pays mènent à l'idée d'avoir plusieurs rois. Je vous dirais que PowerShell est un autre roi, puis Bash est un autre roi. Mais moi, j'aime mieux le roi Python. Donc, comment accéder aux arguments de la ligne de commande avec 6.argv? Comment afficher lisiblement des données complexes avec pprint pour faire du pretty print? Comment accéder aux variables d'environnement directement avec os.environ ou alors os.getEnv? Ou alors aux données système via des modules comme os ou getPass, ce qui en fait est préférable pour la portabilité. Comment gérer les erreurs, les exit codes avec 6.exit, puis le canal stdr avec 6.stdr, la notion d'usage d'une commande, les chemins portables avec path.join. Après ça, on a vu aussi pip, le gestionnaire de package de Python, Colorama, qui est un module tiers pour gérer les couleurs dans la console,
invoquer directement une commande du système d'exploitation avec os.system, comment moduler la commande en fonction du système hôte avec os.name, lire et écrire dans des fichiers texte, intercepter les erreurs associées. Donc, il faut d'abord ouvrir le fichier avec open, nom de fichier et mode. Le mode a 3 possibilités. R pour read, qui est le mode par défaut, W pour write, puis A pour append. Après ça, l'instruction with, qui permet de gérer les ressources système, puis d'assurer leur libération, comme par exemple l'ouverture d'un fichier. Après ça, obtenir et manipuler des dates, des heures et des dateurs avec datetime. Et finalement, on a vu les principes de codage, le Zen of Python. Donc ça permet de, en ce qui me concerne, puis vous, ça peut vous aider aussi, valider rapidement que certaines sections de votre PowerPoint ont été bien remplies. Donc, vous procédez ensuite à votre auto-évaluation en vous donnant un pointage pour chacune des parties. Donc, si vous avez réussi chacune des parties qui sont là, ben vous avez juste à vous mettre vos points comme 1, 1, etc. Et vous mettez votre total sur 10. À la fin, vous remettez l'exercice sur les A, donc le PowerPoint plus le code, avec en commentaire votre note sur 10 et le temps nécessaire que ça vous a pris pour réaliser l'exercice. Donc, je vous remercie pour votre attention et encore une fois, je suis désolé d'avoir fait un PowerPoint qui est trop, c'est-à-dire un vidéo qui est trop long. Donc, mon Dieu.